Bien le bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Top 20, c'est l'heure de votre édition d'information, la principale de la soirée. Bon confort d'écoute à tous. Activité associative en ouverture de ce journal et pour ce faire, rendons-nous dans la capitale du pays où le paiement des pensions était au cœur du point de presse tenu à Libreville par le mouvement des chômeurs du Gabon qui a tenu à se faire entendre comme le stipule cet élément de Tanguy Ouama de la radio-télévision Nazareth. L'application des tests régissant le code de sécurité sociale en République gabonaise au sujet du paiement des pensions était au cœur de la conférence de presse animée hier à l'auditorium de la maison Georges Rawiri par le secrétaire général du mouvement national du chômage du Gabon. Le paiement au trimestre de la pension des retraités est la seule solution possible pour sauver la Caisse nationale de sécurité sociale. L'histoire de Air Gabon est en train de vouloir se répéter à la CNSS. Nous nous souvenons à l'époque quand l'ancien Premier ministre Raymond Donsima avait dit, je cite, « Si rien n'est fait pour sauver Air Gabon, nous allons fermer cette entreprise. » Quelques années plus tard, nous avons vu la fermeture de Air Gabon. C'est aujourd'hui la même situation avec la CNSS. Le gouvernement gabonais est le seul responsable de la situation à laquelle traverse la CNSS aujourd'hui, avec nos parents retraités. Oui, nous l'affirmons, car c'est le gouvernement gabonais qui avait convoqué le dialogue d'Angoundjé en 2014. Il revenait à ce gouvernement de prendre les décisions issues de ce dialogue pour les concrétiser en texte de loi. D'ailleurs, la mensualisation de la pension, chose louable. En revanche, il fallait modifier les textes, notamment la loi sur la sécurité sociale, conformément au paiement des retraites en République gabonaise. Le secrétaire général du mouvement national de chômage du Gabon pense que la situation entre les retraités et la Caisse nationale de sécurité sociale doit faire l'objet de débats sérieux et sereins dans un cadre juridique bien défini. D'un point de presse à un autre, parlons cette fois-ci celui de la Confédération syndicale dynamique unitaire qui fustige les mesures d'austérité prises par le gouvernement visant à stabiliser la crise économique du pays. Écoutons à ce propos Jean-Rémy Yama, président de la Confédération syndicale dynamique unitaire, au micro de Tanguy Ouama de la radio-télévision Nazareth. En effet, lors du Conseil des ministres du 21 juin 2018, le gouvernement a annoncé la mise en place des mesures dites d'austérité au prétexte de juguler la crise économique et financière et de moderniser l'administration publique du Gabon. Le décryptage de ces mesures montre que celles-ci sont aux antipodes des prétendus motifs évoqués. Au contraire, elles déshumanisent le travailleur et surtout sont illégales. C'est pourquoi la Confédération syndicale dynamique unitaire a entrepris des actions légales aux fins d'annulation. Actions qui ont connu une issue favorable avec la décision numéro 217 du 30 octobre 2018 de la Cour constitutionnelle. Foulant au pied cette décision, pourtant irrévocable, le gouvernement s'obstine à appliquer les mesures querellées. Cet entêtement cynique enfonce le Gabon dans un climat social délétère. La condition du travailleur et du retraité se dégrade inexorablement et les prévisions de l'économie sont alarmantes. C'est le lieu ici de réitérer avec détermination que le monde du travail au Gabon est sinistré et ne présente aucun signe de lendemain meilleur. Travailleuses, travailleurs, chers concitoyens, la responsabilité de ce pourrissement incombe au gouvernement, détenteur d'un pouvoir sans pouvoir, surtout au regard de la situation inédite dans laquelle se trouve le Gabon
depuis le 24 octobre 2018. Ali Bongo Ondimba est physiquement absent durant les événements majeurs ayant ponctué l'actualité politico-sociale du pays, qui commande pourtant une prise de parole publique et une présence physique au contact du peuple. Ouvrons à présent le chapitre de l'information consacrée au continent africain. Rendons-nous en République démocratique du Congo, où le président Félix Tshisekedi a appelé les ressortissants de la province d'Ituri à enterrer la hache de guerre au cours d'un meeting durant lequel il a également condamné les violences intercommunautaires. Les détails dans cet élément signé de nos confrères d'Africa 24. Le chef de l'État congolais a appelé les ressortissants de la province d'Ituri à enterrer la hache de guerre. Arrivé ce dimanche 30 juin 2019 à Bunia, chef-lieu de cette province, Félix Tshisekedi a, au cours d'un meeting tenu devant la population de Bunia et des cités voisines, condamné les violences intercommunautaires à la base de plusieurs tueries et qui empêchent les investisseurs de s'installer dans la province. Nous avons une multitude d'investisseurs prêts à venir investir dans notre pays. Quand vous vous lancez dans les conflits et violences, vous empêchez ces opérateurs de venir vous donner du travail et participer à la construction du pays. Je vous prie donc d'arrêter les violences. La population de cette province riche en or, diamants, cobalt et diverses autres richesses en sous-sol sont dans une grande insécurité. Les conflits ethniques entre les tribus Ema et Lendu, mais aussi des groupes armés, sèment la terreur dans cette partie du pays, avec la clé plus de 400 000 déplacés. Sans la paix, vraiment, nous sommes KO. On ne peut pas bien évoluer, on ne peut pas bien circuler, parce que nos vies sont tous à danger. Il faut prendre des vols. Or, en véhicule, c'est 3 heures de temps à Magui, quelques heures à Ndjougou, à Mambasa. Quand il y a la paix, nous serons libres. C'est ça ce que nous attendons de notre chef de l'État. La République démocratique du Congo, qui a totalisé 59 ans d'indépendance ce dimanche 30 juin, a commémoré cet anniversaire sans un défilé militaire, les buts étant de compatir avec les populations victimes des atrocités. Malgré toutes les richesses qui regorgent la province de l'Ituri, la paix reste le précieux cadeau que cette population attend du chef de l'État, qui a totalisé ce 30 juin 6 mois depuis son élection à la tête du pays. Les résultats des élections présidentielles mauritaniennes du 22 juin 2019 sont connus. C'est finalement Ghazouani, le général à la retraite, âgé de 62 ans, qui a remporté le scrutin avec 52,9% de voix selon le Conseil constitutionnel. Lutte contre le terrorisme, distribution équitable des richesses pétro-gazières du pays sont là les chantiers du nouveau président de la République mauritanienne. On fait le point dans cet élément d'Africa 24. Le Conseil constitutionnel mauritanien a validé ce 1er juillet la victoire de Mohamed Ould Ghazouani à la présidentielle du 22 juin 2019 avec 52,01% des voix. À 62 ans, ce général à la retraite, proche de son prédécesseur, le président Mohamed Ould Abdelaziz, devra rapidement s'attaquer aux dossiers qui urgent dans ce pays. Lutte contre le terrorisme et distribution équitable des richesses pétro-gazières et minières qui ne cessent de jaillir du sous-sol mauritanien. On oublie qu'il s'agit d'un duo qui a dirigé une équipe de militaires et de civils qui ont mis fin à une dictature de 21 ans et qui ont initié un système qui fait que la Mauritanie, actuellement dans la sous-région, est un pays réellement démocratique et qui réalise du progrès tous les jours. Autre défi, et pas des moindres, pour le nouveau président mauritanien, le rétablissement de l'égalité sociale et politique entre les citoyens. À cheval entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie a longtemps été pointée du doigt en ce qui concerne la répartition des pouvoirs économiques et politiques, détenus en majeure partie par la communauté arabo-berbère. Il y a une évolution mécanique accompagnée par une volonté politique, par des lois strictes de la République, par une répartition des richesses. Donc, la Mauritanie évolue de ce point de vue-là et je pense que le prochain mandat a été préparé à travers la décennie. Le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, transmettra officiellement le témoin à son successeur le 5 août 2019. Une cérémonie qui marquera la première passation pacifique du pouvoir en Mauritanie depuis 1960, année de l'indépendance du pays. Selon l'exercice fiscal 2019-2020, la croissance économique éthiopienne
passerait de 9,2% en 2020 contre 7,7% l'année précédente. Cette courbe croissante est due à la participation des partenaires économiques dans les domaines des infrastructures, principalement moteurs de la croissance du pays. Reportage. Les chiffres officiels ont annoncé une économie éthiopienne qui pourrait croître jusqu'à 9,2% durant l'exercice fiscal 2019-2020 contre 7,7% au cours de l'exercice précédent. Cette courbe croissante est due au fait que les acteurs financiers misent sur les importants investissements prévus dans les infrastructures, principal moteur de la croissance économique du pays. Cette économie s'appuie d'abord sur le secteur des services qui est extrêmement dynamique du fait de sa position stratégique, notamment d'abriter en fait des grandes institutions internationales sous-régionales qui rendent le secteur des services, notamment le transport, les hôtels, la restauration assez dynamique. Avec un produit intérieur brut de 10% en progression moyenne chaque année entre 2009 et 2018, l'Éthiopie affiche une dépendance vis-à-vis de son agriculture chiffrée à 34% et des différents services à hauteur de 43,1%. Le pays doit son rythme de croissance à un modèle axé sur l'investissement public qui représente 23% du produit intérieur brut. Par ailleurs, les autorités éthiopiennes comptent injecter 70% des dépenses publiques dans des programmes sociaux. Il y a aussi le secteur du bâtiment, qui est un secteur important sur lequel l'économie éthiopienne doit s'appuyer. L'Éthiopie se rapproche en fait de la population requise pour permettre à ce que le pays puisse être émergent ou alors se développer très rapidement. L'Éthiopie a initié un processus de libéralisation économique qui devrait se matérialiser par l'ouverture au secteur privé du capital des plus grandes entreprises publiques. Un peu de sport à présent. Ce sont en total 16 équipes qui ont obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale, comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019, débutée le 21 juin dernier. Les prétendants au titre ont bel et bien tenu leur promesse, celle de se qualifier pour le second tour. Kelly Diwanda de notre rédaction pour le point. Les 35 matchs comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019 ont rendu leur verdict. À ce jour, on sait désormais les différentes équipes qualifiées en huitièmes de finale de la CAN. Le calendrier des huitièmes de finale est établi comme suite. Vendredi 5 juillet, le Maroc rencontrera le Bénin. L'Ouganda sera opposé au Sénégal. Le samedi 6, une belle rencontre est attendue. C'est celle qui va opposer les Super Eagles du Nigeria au tenant du titre, les Lions indomptables du Cameroun. Le pays hôte, l'Égypte, quant à lui, fera face aux Sud-Africains. Madagascar, l'une des équipes qui a créé la surprise dans cette compétition, première qualification en CAN, est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Va batailler pour une qualification en quart de finale face à la République démocratique du Congo le 7 juillet. Dans la même journée, l'Algérie sera confrontée à la Guinée de Nabil Keïta. Et enfin, le 8 juillet, de belles affiches sont au programme. Mali, Côte d'Ivoire. On ne va pas faire la fine bouche parce qu'on a gagné 4-1. Comme il a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a des choses à corriger. Maintenant, aujourd'hui, on a gagné, on va savourer, mais dès demain, on commence à bosser. Merci. C'est des équipes qu'on connaît, donc on va mieux se préparer, on va bien enjoy aujourd'hui et puis mieux se préparer pour le match prochain. Les Black Stars du Ghana seront opposés à la Tunisie. Le rendez-vous est donc pris pour le vendredi 5 juillet 2019 pour le début des huitièmes de finale de cette plus grande compétition sportive du continent africain. Sport, nous y étions et nous y restons. Le ministre des Sports gabonais, Franck Nguema, était en séance de travail avec les différents présidents des fédérations sportives gabonaises. Après celle du football, du basket et bien d'autres disciplines sportives, le tour est revenu au président des fédérations de natation, de full contact, mais également de kickboxing, de dévisser avec leur ministre de tutelle. On fait le point dans cet élément de nos confrères de la RTN. Le nouveau ministre des Sports, Franck Nguema, a poursuivi hier à son cabinet sa série de travail et de prise de contact avec les présidents des fédérations sportives gabonaises. Ce lundi était donc à l'honneur les présidents des fédérations gabonaises de natation et celui de full contact et kickboxing. Reçu tour à tour par le ministre des Sports, les échanges ont porté sur les questions liées à la restructuration du sport national et bien d'autres. Il a fallu faire une présentation qu'on a faite et après
On a présenté un peu tout ce qu'on a pu ramener au Gabon au médaille. Vous savez, la nouvelle vision du ministre des Sports, c'est le rayonnement du Gabon à l'international. Donc ça passe forcément par les résultats. Et il accorde un crédit très fort au sport de combat, comme vous le savez tous, qui ont toujours permis quand même le rayonnement du Gabon. Et nous, par la même occasion, le kickboxing, nous contribuons de façon significative au rayonnement de ce pays. Et après, il a fallu passer dans des différentes difficultés que nous rencontrons. Nous avons les mêmes problèmes que toutes les fédérations. Tout simplement que ça va faire 3 ans que le mouvement sportif est pas très actif. Vous avez pu le constater. Quand je vois vos reportages, vous êtes obligés de reporter les championnats pour les quartiers et tout ça. Donc vous voyez que tout le monde en manque d'une activité sportive intense. Donc c'était une préoccupation que j'ai émise et que beaucoup de présidents avant moi, et je pense après moi vont émettre. Et nous maintenant après on est passé sur ce qui nous attend dans les médias. Nous avons les éliminatoires des Jeux mondiaux, donc ça passe par les championnats intercatégories pour choisir les représentants du Gabon. Voir comment trouver des pistes de solutions aux multiples problèmes qui touchent les fédérations sportives dans l'organisation des compétitions au plan national. Telle est la nouvelle vision du nouveau ministre qui souhaite faire du sport national une vitrine pour le pays. Nous voici arrivés au terme de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter, m'accompagner à la réalisation comme d'habitude de Castro Tubozo, un journal préparé par l'ensemble de la rédaction qui se joint à moi pour vous remercier pour votre fidélité. Restez câblés en compagnie du programme de la radio-télévision Top Benji. Mais sachez-le et retenez-le, l'information se poursuit sur notre page YouTube Top Benji Gabon officiel. À demain.